Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission, une nouvelle saison 23-24 de Sous un autre angle. Pour débuter la saison, on a la chance d'avoir avec nous une femme qui, depuis plusieurs années, travaille pour faire en sorte que les immigrants dans la région soient les bienvenus et s'intègrent facilement. Et je ne l'ai pas nommé encore, mais je présume que vous l'avez deviné. C'est Mme Eva Lopez. Alors, Mme Lopez, oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Je suis très contente d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours agréable de venir vous voir. Ça fait combien d'années que vous faites ça ici, intégration des immigrants? Ça fait 30 ans. 30 ans, une dizaine d'années auparavant, avant qu'on crée officiellement l'organisme, j'avais travaillé pendant 10 ans bénévolement, sans savoir qu'un jour on pouvait créer un organisme. Alors, c'était tout le temps dans l'intérêt d'accompagner les personnes immigrantes qui avaient des difficultés particulières du fait de ne pas parler la langue, de ne pas travailler, d'être dans un couple difficile, etc. Il y avait quelques petits cas. Et petit à petit, l'organisme a vu le jour de façon très inattendue et de façon bénévole. Et 10 ans plus tard, on a eu vraiment l'opportunité de fonder l'organisme. C'est un organisme sans but lucratif. Sans but lucratif et de charité, reconnu par le gouvernement comme un organisme de charité. Les deux paliers? Les deux, oui, fédéral et provincial. Et cela nous a permis de nous développer parce que l'immigration, elle a commencé à se développer tranquillement. Les gens ont entendu parler de l'organisme, ils ont entendu parler de la région et ils ont décidé de plier bagages où ils étaient et venir s'installer ici, que ce soit de leur pays directement ou que ce soit des grands centres au Canada, notamment la ville de Montréal. Et il y a eu Sherbrooke aussi. Oui. Des gens de Sherbrooke, on était très tentés de venir nous voir ici et de s'installer et de vivre et participer activement. Parce que la beauté de cet organisme, c'est qu'on encourage les gens à participer activement, à laisser connaître leur initiative et l'emploi. C'est une opportunité fort importante pour ces personnes-là, venir pouvoir travailler, se sentir rassurés du fait qu'il y a un revenu, que la famille va pouvoir bien s'installer. Alors, leur moteur, le premier incitatif pour eux est l'emploi. Et après ça, on ajoute une quantité de choses. Et petit à petit, les employeurs se sont intéressés aussi à l'immigration. Ouais. Et aujourd'hui, grâce aux employeurs, on a beaucoup de travailleurs temporaires qui arrivent. Vous êtes d'origine colombienne. Colombienne. Vous êtes arrivé au Québec en quelle année? Oh, ça fait 30 ans. 30 ans? Oui. Alors, tout de suite au début, vous avez commencé à faire de l'intégration pour les immigrants qui arrivaient? C'est très intéressant la question parce que quand je me suis mariée avec un Québécois et quand je me suis mariée, ils nous ont fait un reportage à la télévision de Radio-Québec, TV Québec. Et à partir de là, les gens ils ont su que j'étais dans la région. Fait qu'ils ont commencé à me contacter et un jour, quelqu'un est venu sur ma galerie à me dire j'ai besoin de faire venir ma femme. Et petit à petit, c'est devenu comme ça. Je les accompagnais pour préparer leurs documents et tout. Très naïvement, parce que mon intérêt, c'est toujours aider les gens. Oui. Alors, c'était une collaboration petit à petit. Elle est devenue très grande. Il m'a beaucoup accaparé de mon temps et évidemment, il y avait un besoin qui se faisait sentir, mais qui n'était pas découvert encore. Oui, puis à cette époque-là, la région de Thetford était encore un peu sur le déclin. Oui, totalement. Parce que la prise en main s'est faite dans ces années-là. Oui, c'est ça. Et on parlait de pénurie de main-d'œuvre pour les employeurs. À l'époque, les employeurs, il y avait la difficulté à trouver... Déjà, oui. J'ai tout ça et tout documenté des entreprises qui cherchaient des employés désespérément. Et nous, on a eu une expérience très intéressante avec les villages de Sainte-Clotilde de Beauce et Jacques-Lussier. Je me rappelle. Oui. C'était une folie, un laboratoire littéralement de régionalisation de l'immigration.
avec une collaboration formidable de la part de Jacques Lussier, Ouais. de Paulette Pomerleau et de son équipe, la sœur Michelini, etc. Ça nous a permis d'analyser comment on doit faire la régionalisation de l'immigration. C'était un laboratoire, littéralement parlant. Et beaucoup de ces personnes-là sont déjà sur la région, sont encore là. Il y a d'autres qui sont partis pour de nouveaux horizons. Mais petit à petit, ici, a eu la responsabilité de s'étaler un peu partout en Chaudière-Appalaches en faisant la promotion auprès des communautés immigrantes à Montréal. Et ça nous a permis de laisser notre trace un peu partout en Chaudière-Appalaches, mais de nous concentrer entièrement à la MRC des Appalaches depuis à peu près 4 ans. OK. Parce que intégration communautaire des immigrants, c'est plus seulement la MRC des Appalaches, oui, pour la base, mais ça va plus loin. Oui, c'était vraiment... le ministère de l'Immigration nous avait demandé de faire la promotion de toute Chaudière-Appalaches pour faire connaître aux personnes immigrantes qui avaient autre chose que Montréal, qui avaient des opportunités du travail dans différents MRC. Et effectivement, Chaudière-Appalaches est une grande diversité économique. C'est aussi une région dynamique où il y a des petits comités qui se sont créés un peu partout pour laquelle l'intégration des personnes immigrantes fait que quand on a vu que tout ça s'est structuré, on a dit, on va se concentrer dans la MRC des Appalaches pour faire en sorte que l'immigration puisse venir, s'installer, rester, parce que l'objectif de l'organisme, c'est une régionalisation, une immigration vraiment bien accompagnée qui permet une installation durable et responsable. Okay. On ne peut pas faire venir quelqu'un et le laisser dans la nature. Il faut vraiment l'encadrer, l'accompagner. Et c'est un succès. C'est la beauté de cette année. On va célébrer le 20e anniversaire de l'organisme. Le 20e anniversaire cette année? Oui, depuis sa création officielle. Okay. Oui. C'est sa 20e année, après 10 ans de travail bénévole. Cette année, on va célébrer le 20e anniversaire et on va célébrer la réussite des familles parce que l'organisme est les familles immigrantes, les personnes immigrantes sont l'âme de l'organisme, c'est la mission de l'organisme. Alors, on va fêter leur réussite, leur intégration, la manière comme elles s'épanouissent, parce que c'est notre objectif, voir que tout le monde récupère leur autonomie rapidement et qui prennent leur place de façon pacifique et de façon harmonieuse. L'accueil de la communauté québécoise est formidable. Il y a beaucoup d'incompréhension parfois par rapport à ce que fait l'organisme, comment on fait ça, mais de façon générale, la communauté, elle est très accueillante, elle est là. Mais vous avez commencé avec surtout des Sud-Américains, notamment des Colombiens. Oui. Mais maintenant, ça s'est élargi énormément. C'est énormément, on peut compter. Combien vous évaluez à combien de nationalités qui s'installent ici? Les dernières analyses qu'on a fait, la dernière statistique, c'est 85 nationalités. 85 nationalités. C'est beaucoup. Un petit nombre, mais il y a une communauté qui se distingue beaucoup, c'est la communauté tunisienne. On a beaucoup, mais beaucoup de Tunisiens, des jeunes familles tunisiennes qui viennent s'installer avec leurs particularités, avec leurs besoins bien précis, mais qui sont là des hommes et des femmes très actives qui travaillent fort pour s'intégrer comme il faut. On a aussi des latino-américains. L'Amérique latine au grand complet est représentée ici sur la région. Un petit nombre, évidemment, mais il y a toute l'Amérique latine. On a l'Europe. On a l'Afrique subsaharienne, des pays qui viennent des gens du Congo, Cameroun, Bénin, de partout. Je les nomme pour tous parce que je perds la liste actuellement. À 85, on peut vous comprendre. Oui, c'est ça. Et c'est la dernière statistique qu'on a sortie, mais ce sont tous et toutes des personnes qui veulent bien s'intégrer. Mais contribuer, participer. Dans ce groupe-là, il y a beaucoup de travailleurs temporaires. Énormément de travailleurs temporaires qui sont très fragilisés de par leurs conditions parce que rien ne garantit qu'ils vont pouvoir rester pour vivre ici. Alors, c'est une catégorie précaire, c'est difficile, mais beaucoup ils sont très heureux d'avoir réussi à recevoir la résidence permanente, à faire venir la famille,
à voir grandir les enfants, à apprendre la langue. Alors, c'est extraordinaire. Ça évolue très positivement. Et pour moi, c'est un rêve qui se réalise, voir les activités que les immigrants font, voir comment eux prennent leur place de façon très positive, voir leur envie de s'intégrer vraiment à leur communauté d'accueil et voir la communauté d'accueil vouloir connaître ces communautés-là. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Je suis très heureuse. Point de vue de la langue, vous, avec les Sud-Américains, il n'y a pas de problème. Mais quand on a des pays... Arabes, oui, puis oui. Du continent de l'Asie. Oui. Est-ce que vous avez des interprètes qui travaillent? Oui, totalement. Mon équipe, j'ai toujours pensé que mon équipe il doit ressembler aux gens qui ont des servent. Pour moi, c'est très important que les gens, quand ils traversent la porte de l'organisme, s'identifient avec les personnes qui sont là. Alors, on a une intervenante qui parle arabe, qui connaît la culture. C'est pas juste parler la langue, c'est aussi connaître la culture. Les codes socio-culturels ne sont pas faciles à déceler. Fait que c'est le fun d'avoir des personnes qui sont instruites, qui sont en capacité de faire cet accueil, cette intégration, qui font une utilisation des compétences transversales pour pouvoir travailler chez nous et qui font un travail impeccable. Alors, j'ai des gens qui parlent espagnol, arabe, anglais. Pour la communauté philippine, il faut parler anglais parce que leur parcours de francisation est un peu plus lent, mais ils sont très bien impliqués. Tout le monde vient avec beaucoup d'enthousiasme pour travailler dans une entreprise, fait qu'il faut veiller à que tout se passe bien. Les gens de la Philippine, eux autres, ils viennent avec leur épouse, je pense, non? Non, ils viennent comme travailleurs temporaires et malheureusement, on a vu que plusieurs n'ont pas été bien informés par rapport aux étapes à franchir avant de pouvoir faire venir leur famille. Alors, ils ont sauté des étapes qui malheureusement ne permettront pas de faire venir la famille. Mais actuellement, on est en train de redresser ça et de corriger la situation et ces personnes viennent nous voir pour qu'on les aide, pour qu'on les suggère des avocats, des gens qui vont pouvoir leur aider par rapport à leur situation migratoire. Mais ça va bien, les encadrements se font et on est en train comme de redresser un peu leur situation. De la même manière, il y a beaucoup qui passent à côté parce que personne ne les a informés qu'on avait un organisme à leur service, parce que la mission de l'organisme, c'est exactement ça. Alors, le bouche-oreille, qui est très efficace, fait en sorte qu'eux-mêmes, ils disent, va voir l'organisme, va te faire servir là-bas. Et pour nous, c'est un charme pouvoir contribuer à leur saine intégration dans la région. Ouais. Vous aviez un certain temps des logements pour ces familles-là. Oui. En avez-vous encore? On avait un logement que j'ai beaucoup adoré, pour lequel j'ai beaucoup lutté pour l'avoir, le conserver. Malheureusement, la COVID nous a tout scrappé ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait désinfecter, faire la quarantaine des logements. Ça devenait lourd à porter dans un contexte si grave. Et de bénévoles aussi. Et ben, c'est ça, fait qu'on a dit non, on va laisser tomber, malheureusement, on va fermer. Mais ça continue à être une intention dans notre organisme de récupérer ce service. Il faut avoir les sommes pour les faire, mais malheureusement, on a dû fermer du fait que la COVID nous a beaucoup compliqué l'entretien, l'hébergement et tout ça. En parlant de sommes, vous êtes financé par les 2 paliers de gouvernement? Non, on est en train de discuter avec le fédéral pour d'autres projets parce que la clientèle, elle évolue, les besoins évoluent et la mission de l'organisme est bien vivante, les objectifs, les services, il faut qu'ils évoluent au rythme de l'immigration qui nous arrive. Alors, le ministère d'immigration du Québec, on l'appelle MIFI, mais c'est le ministère de l'immigration, de la francisation, de l'intégration. C'est un ministère qui nous finance. Okay. C'est un grand morceau de notre subvention qui nous rend aussi à une certaine fragilité parce que c'est le principal bailleur de fonds et on veut les diversifier, on veut changer
toutes ces choses-là, avoir d'autres bailleurs de fonds aussi, diversifier les sources de financement. Et actuellement, je suis en conversation avec une fondation très intéressée à nous aider avec les demandeurs d'asile qui sont aussi de plus en plus nombreuses dans la région. Est-ce que ça va aboutir? Je ne sais pas, je le souhaite, mais je suis très mobilisée à chercher d'autres services parce qu'on ne peut pas rester figé dans le temps et dans un seul ordre de service. Les besoins sont tellement importants, ce sont des besoins essentiels auxquels il va falloir répondre. Avec qui, je ne sais pas encore. Je suis en train de parler partout et on verra. Les compagnies qui emploient ces gens-là doivent sûrement vous financer un peu aussi. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça serait normal? Ça serait idéal, oui. J'ai une expertise très importante par rapport à l'accompagnement des employeurs, par rapport à comment guider les employeurs qui investissent beaucoup d'argent mais qui n'arrivent pas à retenir leurs employés. Alors, oui, ça serait une avenue pour nous, mais c'est difficile, c'est compliqué. C'est pas simple à avoir un soutien continu de ces organisations-là. J'espère qu'un employeur nous entend et qu'il va vouloir participer, mais sinon, ça va. Je le souhaiterais, mais je ne peux pas attendre. Je dois évoluer, chercher partout, parce que malheureusement, si on n'est pas capable d'offrir les services comme il se doit, pour répondre aux besoins de ces personnes-là qui vont au-delà des besoins essentiels. Un besoin essentiel, logement, école, garderie. On n'a pas de place en garderie. Ça complique l'intégration des femmes ou des papas qui voudraient parler la langue, participer à des activités d'employabilité, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de garderie. On a une halte garderie pour dépanner, mais encore là, la main-d'œuvre, c'est un peu compliqué parce que ce sont des emplois très instables. C'est encore des bénévoles? Oui, non, il faut payer. On est très content d'avoir le ministère de la Famille de notre côté qui subventionne les services de halte garderie, mais la problématique, c'est que la halte garderie, même si elle dépanne, occasionnellement, elle n'est pas une garderie. Fait qu'on ne peut pas garder les enfants la semaine complète, la journée complète. Et ça ne convient pas au processus d'intégration des familles. Alors, il y a beaucoup d'obstacles. C'est pas simple. On doit jongler avec beaucoup de problématiques qui se présentent sur le terrain. Mais tout ce qu'on est capable de faire, on le fait sans hésiter. Mais pour la francisation, vous aviez un bout de temps, il y avait une école? Oui, c'était les premiers cours de francisation à Chaudière-Appalaches. Je suis très fière. On a toujours été les premiers à faire quelque chose en immigration. Alors, c'est une fierté. On a travaillé la francisation dans notre organisme en raison de 3 sessions par année, printemps, automne, hiver. L'été, on n'était pas ouvert parce que personne ne voulait aller à l'école, mais on avait 3 sessions pendant 19 ans. Mais encore un problème avec le COVID, un problème avec des restrictions par rapport aux services à distance, mais aussi il y a eu un gros dégât d'eau qui nous a lancé comme un message, écoute, il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est difficile de chercher partout des enseignantes pour venir travailler, mais les gens sont à la retraite, ils filent pour retourner, il y a beaucoup de problématiques. Alors, on a décidé de diriger les groupes vers la commission scolaire qui est très bien structurée actuellement pour la francisation à l'escale et au tremplin. Fait que c'est formidable. L'important pour moi personnellement et pour notre organisme, c'est que s'il y a un service qui peut être amélioré, pourquoi pas? Alors, c'est ça la chose. La francisation va bien et beaucoup d'étudiants sont inscrits au tremplin et à l'escale et c'est très bien comme ça. Puis c'est comme au tremplin, le Centre des services scolaires peut leur offrir aussi la formation en soudure ou oui, c'est ça. En ce moment, c'est la clientèle travailleurs étrangers ou leurs conjoints ou leurs conjointes. Mais oui, c'est une porte qui s'ouvre parce qu'à travers la francisation, les élèves comprennent qu'il y a d'autres services qui pourraient être très intéressants pour eux éventuellement. Fait que oui, il faut. Et en plus, l'immigration, ce n'est pas quelque chose qui doit être exclusive à notre organisme. Au contraire, c'est pour toute la société.
tout le monde, que ce soit un propriétaire de logement, et grâce à Dieu, on a plein qui sont très contents de travailler avec nous, que ce soit la société, les organismes communautaires, que ce soit les institutions d'éducation, la santé. C'est un dossier qui concerne toute la société parce que c'est l'avenir de la province et du Canada. Il faut se préparer. Hein, on est en déclin, on est très jeune. Alors, on voit qu'il faut trouver des solutions de rechange. Mais je crois que si on accompagne comme il se doit les personnes immigrantes, si on leur donne l'opportunité de bien s'intégrer, de développer leurs projets, de s'épanouir, on va faire un succès de l'immigration. Parce que le contraire, c'est aussi possible. Ouais. Alors, il faut faire attention. On a vu dans les semaines qui viennent de passer qu'il y a eu une formation pour les loisirs du soccer. Oh, c'est formidable. Est-ce qu'ici est en arrière de ça un peu? On peut. Oui, j'ai pu me dire oui parce que c'est ma faute s'il y a eu des campagnes médiatiques très importantes. Parce que moi, je suis fascinée de voir une armée d'hommes de tous les pays du monde qui sont installés ici. 85. Se regrouper pour jouer au soccer. Ça, c'est une belle folie. Ils sont tous passionnés de cet sport et en plus, ils ont décidé de mettre ça ensemble pour jouer. Samedi prochain, il va y avoir un tournoi de soccer. Je suis très fière de les voir aller. J'ai parlé à un journaliste de Métro à Montréal qui est venu faire la première entrevue. Je savais qu'en déclenchant cette entrevue, il allait y avoir tout un élan d'entrevue. Et effectivement, c'est ce qu'on a actuellement. Je ne suis ni opportuniste, ni je n'aime pas instrumentaliser l'immigration. Alors, je dis à eux ce talent et cette initiative. C'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui font ça, mais on les a donné un petit élan dans une fête de la Saint-Jean, ça fait en 2019. Ah, oui. On les a invités parce que la fête de la Saint-Jean voulait faire des mini-matchs. On a commencé avec des petits mini-matchs. Après ça, on a eu la COVID. Après ça, on a repris une partie de soccer cette année. Et finalement, eux, ils tissaient les liens pour faire aussi lo que aujourd'hui, c'est la Ligue de soccer internationale de Thetford. Wow, quel plaisir! Et il y a combien d'équipes à Thetford? Oh, c'est beaucoup. Je crois que pour le tournoi, il va y avoir une douzaine d'équipes. Sont tous des hommes très dynamiques. Leurs femmes sont là, les enfants sont là. Ils veulent que les gens viennent participer à cette belle folie. Il y a des Québécois qui sont intégrés dans les équipes internationales. À ce moment-là, la culture québécoise. Cet échange, oui. Il y a des échanges. Formidable. Mais il y a aussi d'autres initiatives qui se font, des gens qui veulent créer. On reçoit, on est comme un recevoir de plein de belles idées qui sont en processus que les gens élaborent. Et c'est formidable. Et la communauté musulmane, elle veut se créer son milieu à elle, faire les choses comme on leur convient. Et on évite de parler de ghetto parce qu'il ne faudrait pas qu'on crée des ghettos ici. Mais il y a des initiatives propres à chaque culture. Et si on veut vivre avec l'immigration, il va falloir accepter tous ces changements sociaux. Il va falloir aussi s'intégrer à ces initiatives-là. Fait que, à moi, c'est un rêve que se réalise. Voir tout ça, c'est wow, je ne m'attendais pas. Il y a même des équipes de d'autres régions. Ben oui, c'est ça la beauté, c'est que c'est interrégional. Ils ont reçu un autobus qui est venu de Montréal parce que les soccer, les hommes et maintenant les femmes de partout dans la planète, ils viennent au monde avec une balle de soccer sous les bras. Ça, c'est clair. Alors, eux, avoir cette capacité de se regrouper, de manger ensemble, de rigoler, c'est extraordinaire. Et il y a des équipes qui ne sont pas natives du pays représenté, mais qui vont jouer là avec joie juste pour se dire, ben, pas grave, on va jouer ensemble, on s'amuse. Et c'est ça la beauté de cette intégration, voir que le sport est un moteur pour briser l'isolement. Parce que si eux-mêmes n'auraient pas eu cette initiative et cette passion, chacun resterait dans leur coin. Et c'est tout. Mais là, ils ont dit, hey, gars, on s'ennuie toute seule, on va s'organiser.
C'est ça qui est la beauté de l'immigration. Il n'y a pas juste les Sud-Américains. Là. Non. Il y a des Philippins, il y a beaucoup de personnes d'origine arabe, des personnes qui viennent du Maghreb, de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, des Français. Alors, et des Québécois surtout, parce que c'est important que le mix culturel soit fait et soit réel. Alors, non, c'est facile. Fascinant. Je suis très contente. Pour vous, ça fait partie de vos succès. Et je vais dire, à ma jeune âge, avec cette jeunesse que j'ai, il va falloir penser à la retraite. Hein? Il va falloir travailler ça parce qu'on peut mourir à n'importe quel moment ou parce qu'il faut prévoir une retraite. Mais je vais partir la tête haute, fièrement, humblement fière de cette réussite parce qu'on a laissé la trace un peu partout, on a inspiré d'autres régions à faire la régionalisation de l'immigration et les résultats aujourd'hui sont formidables. Juste une dernière chose, parce que le temps s'écoule vite. Hein? Le 20e anniversaire, ça va être célébré à quelle date? Le mois de novembre, on prévoit célébrer le 8 et 9 novembre. On est en train de structurer... Dans une salle en particulier? Oui, probablement dans une très belle salle ici dans la région. Ça va être très probablement dans un endroit adapté pour recevoir les invités. Au centre des congrès? Probablement. Je suis pour parler. J'attends que la personne arrive de vacances, mais probablement. Et c'est sous invitation, mais il va y avoir une fiesta latina entre les 2 jours et ça va être bien animé. Tu vas recevoir l'invitation. Alors, merci beaucoup de votre présence. C'est très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames, messieurs, l'intégration communautaire des immigrants, c'est un peu Eva Lopez. Et je vous invite, si vous avez la chance, de communiquer avec les immigrants qui sont dans la région. On les rencontre souvent maintenant. Et un beau bonjour, ça leur fait du bien aussi. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.